En 1955, à Stuttgart, le conseil d'administration du groupe Daimler-Benz approuva un cahier des charges qui sonne comme le délire d'un plombier fou de mégalomanie. Ils décidèrent de créer une automobile dans laquelle les lève-vitres électriques et les réglages de siège habituels seraient remplacés par un système hydraulique des plus complexes, refoulant de l'huile minérale dans tout l'habitacle sous une pression de 150 bars, simplement parce que le bourdonnement d'un moteur électrique ordinaire leur semblait un son trop plébéien pour les oreilles des élites mondiales. Ce ne fut pas une plaisanterie de concepteurs de concept-cars. Cela devint la base du véhicule de transport le plus arrogant de l'histoire de l'humanité. La Mercedes-Benz 600 avec l'indice de carrosserie usine 100. La culture de masse s'efforce obstinément de nous convaincre que ces voitures étaient utilisées par la mafia. C'est une absurdité imposée par le cinéma et les mauvais romans policiers. La vraie Cosa Nostra italienne, dans les années 60, se déplaçait en Alfa Romeo ou en Lancia, tandis que les chefs criminels italo-américains préféraient les Cadillac Fleetwood noirs ou les Lincoln Continental. L'achat d'une limousine allemande géante et rare aurait été pour un mafieux l'équivalent d'une reddition au Federal Bureau of Investigation avec une banderole au-dessus de la tête. La Mercedes 600 n'était pas destinée à ceux qui se cachaient de la loi. Elle fut créée pour ceux qui étaient la loi eux-mêmes. Idi Amin, Jean Bedel Bokassa, Saddam Hussein, Nicolae Ceausescu, Mao Tse-tung, Kim Il-sung. La liste des propriétaires de cette voiture ressemble davantage à la table des matières d'un manuel d'histoire des coups d'État militaires et des crimes contre l'humanité, seulement légèrement agrémenté des noms de John Lennon, George Harrison et Elvis Presley. Au milieu des années 50, la République fédérale d'Allemagne avait un besoin désespéré de démontrer sa domination industrielle. Le pays vivait un miracle économique et le gouvernement réclamait un symbole absolu de supériorité, une arme diplomatique sur roue. L'ingénieur en chef, Fritz Nallinger, formula la mission de manière extrêmement rigide, construire la meilleure automobile de la planète, en ignorant totalement le coût du développement. La mise au point du châssis fut confiée au légendaire Rudolf Uhlenhaut, l'homme qui avait créé la sportive 300 SL Gullwing. Obliger le créateur de légers coupés sportifs à régler la suspension d'une limousine géante, c'est comme demander à un horloger suisse de forger une ancre de navire. Mais Uhlenhaut s'attela à la tâche avec toute la pédanterie allemande. En 1956, lorsque commencèrent les essais sur route des premiers prototypes d'ingénierie, les constructeurs se heurtèrent aux lois impitoyables de la physique. Il apparut que le moteur 3 litres en ligne existant de la Model 300 Adenauer était tout simplement incapable de déplacer le bloc de métal avec ses tuyaux et compresseurs qu'ils avaient conçus. La masse à vide de la voiture tendait inexorablement vers les 2630 kg. Dans un monde normal, le projet aurait été gelé, où les designers Paul Bracq et Karl Wilfert auraient été contraints de mettre la carrosserie au régime. À Stuttgart, on choisit une autre voie. Ils créèrent tout simplement à partir de zéro un moteur colossal M100 spécialement pour un seul modèle. C'était un bloc 8 cylindres en V d'une cylindrée de 6332 cm3. Chaque rangée de cylindres était pourvue d'un arbre à cames en tête, et l'alimentation était assurée par une injection mécanique Bosch. La pompe haute pression à 8 pistons constituait elle-même un chef-d'œuvre d'ingénierie, qui ressemblait et coûtait autant qu'un petit moteur à combustion interne indépendant. La puissance réelle finale s'établissait à 250 chevaux à 4000 tours par minute, tandis que le couple atteignait 500 Nm. Ce moteur aurait fort bien pu propulser un petit remorqueur de port, mais sa réserve de traction suffisait tout juste à accélérer la lourde berline à empattement long jusqu'à 100 km/h en 12 secondes, avec une aérodynamique digne d'une brique volante.
La vitesse maximale dut être limitée à 200 km/h uniquement parce que l'industrie du pneumatique de l'époque ne produisait pas de pneus capables de supporter une masse en ordre de marche proche de 3 tonnes à des vitesses supérieures sans risque d'explosion instantanée. La première mondiale eut lieu en septembre 1963 au Salon de l'automobile de Francfort. L'effet fut comparable à la chute d'un météorite sur les stands des concurrents. Le groupe Daimler-Benz affichait ouvertement son arrogance technologique. Il importe ici de clarifier immédiatement une nuance technique sur laquelle se trompe la très grande majorité des chroniqueurs automobiles. Qualifier n'importe quel Mercedes 600 du terme Pullman équivaut à avouer sa propre ignorance. Sur les 2677 exemplaires produits, seuls 428 étaient des Pullman, c'est-à-dire des versions à empattement long. Le tirage principal se composait de 2190 berlines à empattement court que leurs propriétaires conduisaient eux-mêmes. Le Pullman était quant à lui un croiseur terrestre à 6 portes conçu pour que les destinées des États se décident sur la banquette arrière, tandis que le chauffeur salarié, coiffé d'une casquette, luttait avec les dimensions dans les rues étroites. En septembre 1964, à l'usine de Sindelfingen, commença l'assemblage manuel de cette automobile monumentale. Un an plus tard, la gamme de production fut enrichie par la version landaulet à carrosserie semi-ouverte, spécialement conçue pour les parades gouvernementales et les visites officielles. L'un des premiers clients de la modification sans toit rigide au-dessus des places arrière fut le pape Paul VI, ce qui souligna une fois de plus le statut stratosphérique de la voiture. Mais derrière la belle façade des présentations pompeuses se cachait une sévère anomalie économique. Il existe un mythe fort populaire selon lequel le groupe Daimler-Benz se serait fabuleusement enrichi grâce aux ventes de la carrosserie 100, puisque son prix final était astronomique. En réalité, les financiers de Stuttgart perdaient des sommes colossales sur chaque exemplaire livré à un client. Le coût de la main-d'œuvre manuelle, de l'ajustement individuel des pièces uniques et de l'assemblage des mécanismes complexes dépassait largement la liste de prix officielle du réseau. Le projet n'existait qu'en tant qu'outil marketing de relations publiques, produit phare destiné à humilier publiquement le Rolls-Royce britannique et le Cadillac américain sur la scène mondiale. La voiture n'était pas vendue à des hommes d'affaires riches au hasard. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne utilisait cyniquement la Mercedes 600 comme une arme diplomatique des plus puissantes et un instrument impitoyable de soft power. Les automobiles étaient proposées aux dirigeants politiques des pays en développement avec d'énormes réductions ou même offertes en cadeau afin d'établir des ponts commerciaux dans les matières premières et de démontrer la puissance de l'industrie ouest-allemande. Jean Bédel Bokassa, dictateur de la République centrafricaine, commanda pour lui un Pullman personnel allongé à 6 portes, exactement au moment où la population de son propre pays mourait littéralement de faim. Et Kim Il-sung, malgré le sévère embargo international contre la République populaire démocratique de Corée, parvint à acheter tout un lot de voitures par l'intermédiaire d'un réseau compliqué de sociétés écrans suisses. Ces imposantes berlines allemandes sillonnent encore méthodiquement les places de béton de Pyongyang lors des parades militaires, ayant survécu à la fois à leur premier propriétaire et à l'époque historique qui les a fait naître. Mais le plus intéressant commençait au moment où les ambitions démesurées des politiciens se heurtaient aux sévères solutions d'ingénierie de l'équipe de Rudolf Uhlenhaut. La transmission transmettait le couple à l'essieu arrière par l'intermédiaire d'une boîte automatique à 4 rapports de conception propre. Les ingénieurs de Stuttgart avaient délibérément renoncé au convertisseur de couple classique au profit d'un accouplement hydraulique afin de minimiser les pertes de puissance. Cependant, pour comprendre vraiment toute la profondeur de la folie technologique de la construction de la carrosserie 100, il faut examiner attentivement le système Comfort hydraulique. Les experts de garage racontent depuis des décennies une belle histoire selon laquelle ce système fonctionne avec un liquide hydraulique d'aviation, initialement destiné à l'actionnement des volets des bombardiers lourds. C'est un mensonge technique absolu qui a coûté la vie à des dizaines de machines rescapées.
Le système fonctionnait exclusivement avec une huile minérale spéciale Aral Vitam G F22. Toute tentative d'un mécanicien malhonnête de verser là-dedans une synthèse aéronautique agressive comme le liquide Skydroll ou une simple huile pour boîte automatique entraînait le fait que les conduites en acier étaient instantanément corrodées, que les joints en caoutchouc se transformaient en une boue collante et que la pompe coûteuse partait définitivement à la ferraille. Sous le long capot de ce mastodonte se cachait une pompe mécanique qui injectait continuellement dans les conduites une pression de service exactement de 150 bars. Si l'on convertit ces chiffres en unités britanniques, cela fait 2176 livres par pouce carré. Et cette pression monstrueuse circulait directement dans tout l'habitacle, commandant directement les lève-vitres, les réglages des sièges massifs, la cloison vitrée intérieure, le vaste toit ouvrant et le mécanisme de fermeture assistée des portes. Les boutons sur les panneaux de porte de la Mercedes 600 ne sont nullement des interrupteurs électriques fermant un circuit de faible intensité. Ce sont de véritables clapets physiques du système hydraulique. Plus fort vous appuyez du doigt sur le levier chromé, plus largement s'ouvre physiquement la section de passage du clapet à l'intérieur de la porte, et plus rapidement l'huile minérale chaude est acheminée vers le vérin. Si l'on enfonce la touche brusquement à fond, la lourde vitre latérale jaillissait vers le haut avec une vitesse effrayante et une énergie cinétique incroyable, au point qu'elle pouvait facilement couper le doigt d'un passager distrait ou trancher net une grosse carotte crue en deux. Ce cruel tour de passe-passe, les restaurateurs modernes aiment encore à l'heure actuelle divertir le public en démontrant concrètement de quoi était capable l'hydraulique allemande des années 60. Ce faisant, un silence total, funèbre, régnait dans l'habitacle. Aucun bourdonnement plébéien de moteurs électriques bon marché, seulement le son sourd et monolithique de la vitre qui se refermait. La rançon pour ce confort acoustique était véritablement terrifiante. Posséder une carrosserie 100 au XXIe siècle, c'est un chemin garanti vers la ruine financière. Les flexibles en caoutchouc haute pression vieillissent inexorablement sous l'effet des variations de température. Si, pendant un trajet, l'une des vieilles conduites à l'intérieur de la porte ne résistait pas à la fatigue accumulée du matériau et éclatait, le somptueux habitacle en essence rare et en cuir le plus délicat était instantanément inondé par un jet puant d'huile minérale chaude sous une pression de 150 bars. La réparation de fuites aussi catastrophiques ressemble à une tentative d'opérer finement à cœur ouvert à l'aide d'une masse rouillée. Les mécaniciens doivent démonter la moitié de l'habitacle, retirer avec soin les fragiles panneaux de bois pour accéder à l'enchevêtrement compliqué de tubes en cuivre et de lourds blocs de distribution. Mais le cauchemar hydraulique n'était que la moitié du problème. Les ingénieurs décidèrent sans appel que les ressorts hélicoïdaux en acier étaient le lot des simples mortels et équipèrent la voiture de tête d'une suspension pneumatique entièrement indépendante à air comprimé. Ce système comprenait des robinets mécaniques de niveau de plancher et des amortisseurs complexes dont le conducteur privilégié pouvait modifier le degré de fermeté directement en roulant à l'aide d'un levier chromé situé sur la colonne de direction. En théorie, ce réseau complexe de tubes assurait une souplesse de roulement inégalée. En pratique, il suffisait que la limousine de représentation reste stationnée sans démarrage du moteur 8 cylindres pendant quelques semaines pour que l'air s'échappe inévitablement par les micro-fissures des joints en caoutchouc. Le monument de 3 tonnes de la pensée technique allemande s'abaissait sur les butées rigides et s'affaissait sur le ventre, évoquant une baleine échouée sur la grève. Le conducteur ne pouvait pas simplement tourner la clé de contact et filer vaquer à ses occupations. Il lui fallait démarrer le moteur et attendre docilement que le compresseur d'origine, peu puissant, gonfle les réservoirs métalliques et ramène la carrosserie en position de service. Cela transformait toute tentative d'évacuation d'urgence d'un personnage de haut rang en une attente humiliante, pendant que l'aiguille du manomètre rampait paresseusement sur le cadran du tableau de bord. Problème avec la pneumatique constamment dégonflée
pâlissait devant ce que les ingénieurs de Stuttgart avaient accompli avec le système d'évacuation des gaz d'échappement. La ligne d'échappement de la carrosserie 100 n'est pas simplement un ensemble de morceaux de tubes en acier soudés entre eux, comme chez l'écrasante majorité des véhicules de série de l'époque. C'est le plus complexe labyrinthe acoustique en acier inoxydable de haute qualité qui fut conçu avec une minutie maniaque. Il est équipé d'une multitude de résonateurs spécifiques d'une géométrie extrêmement astucieuse, dont la seule tâche consistait à supprimer entièrement les pulsations et les vibrations basse fréquence de l'énorme moteur 8 cylindres. Dans les années 20 du XXIe siècle, le système d'échappement d'origine sur une berline à empattement court, miraculeusement survivante sur les rayonnages reculés des entrepôts allemands de vieilles pièces de rechange, reviendra au potentiel acheteur une somme dépassant largement 20 000 €. Avec cet argent, dans n'importe quel centre concessionnaire européen, on peut sans problème acquérir une toute nouvelle berline compacte de classe moyenne avec garantie d'usine complète. La tentative d'économiser et de remplacer les résonateurs pourris par le temps et l'abondante condensation par de bons marchés analogues soudés provenant de camions commerciaux conduit inévitablement au fait que la berline de représentation haut de gamme commence à émettre les sons d'un pot d'échappement percé d'un tracteur agricole. Cela détruit instantanément et définitivement le confort acoustique tant vanté à l'intérieur de la lourde capsule blindée, transformant tout long trajet en une véritable torture pour les oreilles des passagers de haut rang. Une autre particularité absolument folle, mais totalement historiquement véridique de l'équipement d'usine, était le système de signaux sonores spéciaux. L'automobile quittait la chaîne directement équipée de séries de 2 circuits sonores entièrement indépendants. Le premier circuit consistait en un simple avertisseur électromagnétique urbain plutôt discret. Il était destiné exclusivement à avertir poliment les piétons distraits quelque part dans les rues calmes et étroites de Genève, de Londres ou de Paris, afin de ne pas troubler le repos des habitants locaux. Mais un petit interrupteur chromé sur la planche de bord en bois activait le second système, le signal dit extra-urbain. C'était un puissant avertisseur pneumatique alimenté directement par de gros tuyaux depuis le compresseur d'air puissant du système de suspension. Lorsque le chauffeur salarié appuyait sur la jante du volant dans ce mode, la voiture émettait un rugissement sourd assourdissant, en intensité sonore et en tonalité absolument identique au klaxon d'une lourde locomotive diesel de ligne lancée à pleine vitesse. Cette option spécifique était vitale pour les cortèges des dirigeants autoritaires africains et du Moyen-Orient, afin de chasser des routes en terre battue les charrettes paysannes en bois, le gros bétail et les badauds occasionnels qui n'avaient pas le temps de sauter à temps dans le fossé poussiéreux en bordure de route à la vue du colosse allemand noir qui approchait à toute allure. L'absurdité de l'exploitation de cette voiture atteignit un nouveau niveau en 1973, lorsqu'éclata le premier grand choc pétrolier mondial. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole imposa un embargo sévère et les prix du pétrole brut s'envolèrent littéralement dans la stratosphère en quelques semaines. Le marché automobile des pays capitalistes développés s'effondra, emportant avec lui des corporations entières. Les acheteurs, pris de panique, se reportèrent massivement sur de petites cylindrées japonaises légères et les énormes berlines gourmandes équipées de moteurs carburés de plusieurs litres se transformèrent instantanément en un morceau de fer totalement invendable, dont la valeur chutait vertigineusement sur le marché secondaire. La consommation de carburant homologué de la Mercedes en carrosserie 100 dépassait facilement 25 litres au 100 km en cycle mixte le plus tranquille. Et en circulation en convoi avec arrêt fréquent, ce chiffre franchissait la barre des 40 litres. Mais les lois de la macroéconomie mondiale ne préoccupaient en rien le public cible de la Mercedes 600. Les dictateurs, les cheikhs pétroliers héréditaires et les chefs de régime totalitaires se moquaient absolument et catégoriquement du prix du gallon d'essence à haut indice d'octane aux stations-service de New York ou de Francfort.
Tandis que les simples citoyens européens faisaient la queue pendant des kilomètres humiliants pour obtenir de l'essence sur présentation de coupons gouvernementaux spéciaux, la chaîne de montage de Stuttgart continuait d'assembler posément des limousines à l'unité. Les factures abyssales pour le ravitaillement de ces lourds véhicules étaient réglées directement sur les budgets d'État de pays entiers, de sorte que l'efficacité énergétique préoccupait leurs propriétaires moins que tout au monde. La direction de Daimler-Benz ignora froidement l'effondrement pétrolier planétaire et ne songea même pas à retirer du tapis de production le modèle techniquement non rentable. L'usine continuait d'expédier des Pullman à 6 portes vers les pays du tiers-monde, agissant en sponsor invisible des régimes politiques les plus douteux de la planète, échangeant le génie ingénieur contre la loyauté d'hommes armés de fusils automatiques. Chaque commande de version allongée Pullman était examinée par l'usine au cas par cas, transformant le processus d'assemblage en une compétition raffinée d'ambition entre acheteurs. Le catalogue d'options standard comportait des cloisons en verre épais, des mini-bars avec réfrigération et même des téléviseurs portables de la marque Sony. Mais de nombreux clients exigeaient le comble de la folie. Pour satisfaire les demandes des monarques du Moyen-Orient, les ingénieurs devaient intégrer à l'habitacle des systèmes de climatisation encombrants, dont les compresseurs prélevaient au moteur une bonne douzaine de chevaux. Le poids des équipements supplémentaires en bois de noyer massif, en tapis de laine naturelle et en kilogrammes de cendrier chromé tirait inexorablement la masse de l'automobile au-delà des 3 tonnes. Les mécanismes de freinage de série ne pouvaient maîtriser une telle inertie qu'à la limite de leurs possibilités physiques. Les concepteurs de Stuttgart durent installer sur l'essieu avant 2 étriers de frein par roue, afin que ce dreadnought terrestre ait au moins une faible chance de s'arrêter devant un bloc de béton surgissant soudainement ou une patrouille armée. Le remplacement des plaquettes de frein sur cette construction se transformait pour les mécaniciens en une procédure sale et longue, exigeant le démontage des très lourdes jantes fixées par des boulons d'acier de dimension non standard. La fin de l'époque monumentale de la carrosserie 100 ne survint pas en raison d'une baisse de la demande chez les dictateurs africains ou de la faillite des régimes totalitaires asiatiques. L'arrêt de mort de ce chef-d'œuvre d'arrogance ingénieriale fut prononcé par de fats bureaucrates environnementaux en costume gris. Vers 1980, les États-Unis d'Amérique et la plupart des pays développés d'Europe occidentale commencèrent à introduire de nouvelles normes environnementales d'une rigueur sans précédent pour les véhicules de tourisme. Le moteur 8 cylindres M100, conçu dès la fin des années 50 du siècle précédent, était absolument incompatible avec les normes d'émissions polluantes. Son système d'injection mécanique Bosch, avec pompe à 8 pistons, déversait le carburant dans les chambres de combustion en portions gigantesques et généreuses, sans se soucier le moins du monde de la propreté des gaz d'échappement. La tentative d'adapter cet ensemble en fonte aux nouvelles exigences écologiques, d'incorporer des catalyseurs et une gestion électronique moderne de l'injection, exigeait une refonte complète de l'architecture du bloc cylindre et de la culasse. Investir des millions de marks allemands dans la modernisation d'un moteur obsolète pour quelques dizaines de commandes par an fut refusé même par les membres les plus obstinés du conseil d'administration de Daimler-Benz. Il devint évident que le temps des dinosaures mécaniques était irréversiblement révolu. Le 10 juin 1981, l'usine de Sindelfingen organisa une cérémonie d'adieu modeste mais hautement symbolique. Des portes de l'atelier d'assemblage sortit lentement le dernier exemplaire, le 2677e de la série, une Mercedes-Benz 600. Les ouvriers de l'usine accompagnaient ce gigantesque morceau d'acier comme on raccompagne à la retraite un général sénile mais extrêmement respecté. L'automobile était restée 18 longues années sur la chaîne de montage, ayant survécu sans encombre à la guerre du Vietnam, au vol humain vers la Lune, aux crises pétrolières et à l'apparition massive des microprocesseurs. Au moment de l'arrêt de la production, la carrosserie 100 ressemblait, face aux berlines modernes, aux lignes aérodynamiques et au plastique abondant, à une locomotive à vapeur victorieuse qui se serait accidentellement invitée à une exposition d'électronique grand public.
Tandis que les ingénieurs automobiles du monde entier s'enthousiasmaient pour l'introduction des transistors, des systèmes anti-blocage des freins et des alliages légers, le Mercedes Amiral continuait obstinément à comprimer de l'air dans les réservoirs et à faire circuler de l'huile minérale bouillante dans d'épais tubes de cuivre sous la pression monstrueuse de 150 bars. Après le retrait officiel de la chaîne, le cycle de vie de ces automobiles effectua un virage d'une ironie maximale. Des garages gouvernementaux sécurisés et des boxes climatisées des palais du Moyen-Orient, les exemplaires survivants commencèrent à affluer massivement vers le marché secondaire, où les attendait un public totalement différent. Les lourdes limousines allemandes devinrent les jouets favoris des rockstars excentriques, des acteurs hollywoodiens et des marginaux fortunés. John Lennon, George Harrison, Jack Nicholson, tous acquirent à un moment ou à un autre des berlines courtes d'occasion ou même neuves. Le problème était que la bohème artistique traitait ce complexe mécanique des plus sophistiqués comme un simple véhicule de transport quotidien. Aucun d'entre eux ne se donnait la moindre peine de lire les épais manuels d'usine relatifs à l'entretien de l'hydraulique et de la pneumatique. Automobile était simplement abandonné sur de longs stationnements, ce qui faisait que la suspension pneumatique finissait par évacuer tout l'air, tandis que les coûteuses manchettes en caoutchouc se desséchaient et se couvraient de fissures profondes. Réparer ce cauchemar hydropneumatique hors des murs des centres d'usines spécialisés était physiquement impossible. Les stations de service ordinaires refusaient tout simplement avec horreur de prendre en charge une voiture où le remplacement d'un banal lève-vitre exigeait de purger prudemment la pression de service du système, au risque de noyer instantanément tout le box et le mécanicien lui-même avec l'huile minérale corrosive. Les panneaux de carrosserie uniques, emboutis dans un acier incroyablement épais, ne bénéficiaient d'absolument aucune protection anticorrosion moderne. Il suffisait que la lourde machine passe seulement 2 hivers humides dans les rues de Londres ou de New York pour que les seuils massifs et les bords inférieurs des lourdes portes commencent à pourrir à grande vitesse, en se couvrant d'énormes écailles rouillées orangées. La restauration d'une carrosserie sans rongée par la rouille ressemblait à une tentative de restaurer un fuselage d'avion régional rongé par la corrosion dans une coopérative de garage. Les pièces ne correspondaient catégoriquement à aucun autre modèle Mercedes, et commander de nouveaux éléments depuis l'Allemagne coûtait bien plus cher que d'acheter une berline neuve de classe supérieure directement dans une concession vitrée. En conséquence, vers le milieu des années 80, une immense quantité de ces autrefois grandes automobiles s'était transformée en monuments monumentaux immobiles dans les arrière-cours d'autrui. Les luxueux habitacles où régnait autrefois l'odeur de parfums français coûteux, de cigares cubains et de très grosses sommes d'argent se recouvraient impitoyablement de moisissures vertes à cause des joints défectueux des toits panoramiques dont l'hydraulique puissante était irréversiblement grippée en position semi-ouverte. C'était la moquerie historique absolue du slogan corporate « le meilleur ou rien ». L'automobile, conçue exclusivement pour afficher un pouvoir physique absolu et une supériorité technique sans réserve, s'avéra totalement sans défense face à la simple fatigue du métal, à la dégradation chimique des tubes en caoutchouc et à l'absence de mécaniciens qualifiés. L'arrogance des créateurs allemands, qui avaient intégré dans la construction d'origine des solutions exigeant un entretien technique maniaque, joua au modèle le plus cruel des tours. Cette même approche ingénieriale sans compromis qui rendait la lourde voiture grande le premier jour après l'achat, la transforma impitoyablement en un gouffre financier insatiable dès la 10e année d'une exploitation rigoureuse. La machine tuait purement et simplement tous les comptes et les finances de ses propriétaires. Aujourd'hui, les exemplaires survivants de la Mercedes-Benz 600 sont maintenus en état de marche exclusivement grâce aux efforts d'une secte fermée de mécaniciens fanatiques et de collectionneurs réunis au sein du Club international des propriétaires de moteurs M100.
Il s'agit d'une communauté de personnes qui partagent sur les forums spécialisés, avec un humour noir, leur expérience sanglante du démontage des commutateurs hydrauliques de porte et qui publient des photographies de conduites éclatées ayant inondé le précieux habitacle d'huile minérale. Pour eux, la possession de ce morceau d'histoire allemande s'est transformée en une forme de masochisme technique raffiné. Les entrepôts d'usines de Daimler-Benz classiques proposent encore certaines pièces d'origine, mais leur prix se forme selon les lois du marché des œuvres d'art et non selon celles des pièces automobiles. Acquérir une nouvelle calandre chromée ou remettre en état les robinets pneumatiques de niveau de plancher coûte autant que les études d'un enfant dans une université prestigieuse. Les propriétaires sont contraints de transmettre les connaissances de bouche à oreille en étudiant les pages usées du manuel d'entretien original Mercedes-Benz Type 600, où le chapitre consacré au système confort hydraulique se lit comme une notice d'utilisation d'un vaisseau spatial martien. La tentative de confier ce processus à un spécialiste incompétent se solde toujours par une catastrophe financière pour le propriétaire, et par un effondrement nerveux pour l'exécutant lui-même, qui tente de concilier le système métrique avec les tolérances archaïques des années 60. L'ironie historique réside dans le fait que l'automobile, conçue comme une vitrine irréprochable du miracle économique de la République fédérale d'Allemagne et comme symbole du triomphe du capitalisme démocratique, est entré pour toujours dans les manuels d'histoire comme le jouet préféré des autocrates les plus cruels du XXe siècle. Les marketeurs de Stuttgart voulaient sincèrement créer un moyen de transport destiné aux monarques européens respectables et aux industriels américains prospères. Mais l'insonorisation parfaite, les vitres pare-balles et le klaxon pneumatique capable de disperser la foule se révélèrent être l'ensemble d'options idéales pour des hommes en uniforme militaire aux épaulettes imposantes. Cette berline monumentale a survécu à la plupart de ses propriétaires couronnés et autoproclamés. Les régimes sont tombés, les statues des dirigeants ont été abattus par des tracteurs, les dictateurs ont été envoyés en exil ou sur l'échafaud, et leurs pullman longs blindés changeaient simplement de garage, passant aux mains des nouveaux dirigeants comme des couronnes de trophées. Le métal s'est révélé bien plus solide et fiable que n'importe quelle idéologie politique au nom de laquelle ces mécanismes gigantesques avaient été achetés. Les États s'effaçaient de la carte politique du monde, les frontières se redessinaient, les monnaies se réduisaient en poussière, mais le lourd vilebrequin allemand continuait de tourner imperturbablement dans le bloc-cylindre, broyant l'essence à haut indice d'octane en une énergie cinétique pure et brute de pouvoir absolu. Au bout du compte, la carrosserie 100 n'est pas simplement un très vieux et exorbitamment cher véhicule particulier Mercedes. C'est un monument figé dans le métal à cette courte époque à jamais révolue où des ingénieurs diplômés pouvaient enfermer les analystes financiers dans une cave, jeter les clés et construire une automobile en se guidant exclusivement par les lois rigoureuses de la physique et par leur propre arrogance professionnelle. C'est une machine totalement dépourvue de compromis, mais c'est précisément cette absence de compromis élémentaire qui l'a rendue totalement invivable dans le monde réel, où les flexibles en caoutchouc ont la vilaine propriété de se fissurer avec l'âge, et où le carburant hydrocarboné coûte de l'argent réel. Ils voulaient faire la meilleure automobile du monde, et ils ont créé un sociopathe mécanique à 4 roues. Il est impeccable dans sa pureté d'ingénierie, d'une complexité effrayante dans sa construction et absolument impitoyable envers quiconque tenterait de l'entretenir sans le respect technique nécessaire et sans un compte bancaire sans fond. Cette automobile ne cherche pas à être amicale, ne s'adapte pas aux tendances changeantes du marché et ne flatte pas le conducteur par des solutions ergonomiques. Il se tient simplement, immobile, au-dessus de la route, respirant lourdement par les compresseurs pneumatiques de sa suspension, et par toute son apparence monumentale manifeste un mépris